BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Crypto, le club. Je suis ravie de vous retrouver pour cette demi-heure de discussion autour des cryptos et autour du Bitcoin. Sur ce plateau avec moi cet après-midi, Alexandre Lézé, directeur de la stratégie Bitcoin chez Blockchain Group. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci d'être avec moi. Yves Chouefati est également sur ce plateau, président fondateur de Tobam. Bonjour Yves. Bonjour Sandra. Ravi de vous avoir aujourd'hui dans l'émission. On va parler de trésor en Bitcoin, on va parler de l'intérêt des entreprises à imiter la stratégie de stratégie. On va parler de risques aussi, évidemment. On va parler d'actualité. Soyez les bienvenus dans cette émission BFM Crypto, le club. C'est parti. Allez, on commence par cette image. C'est pour la blague. Ronaldinho Coin, la star du foot, la légende du foot qui lance à son tour sa crypto-monnaie, le Starten. Encore une personne, Alexandre, une personnalité, c'est le principe, qui lance son même coin. On en pense quoi, honnêtement, de ces lancements toutes les semaines ? Effectivement, le phénomène des meme coins révèle une chose, c'est qu'il est beaucoup plus facile maintenant de faire des levées de capitaux. Mais de manière qui peuvent être effectivement discutables. Et ce que ça montre aussi, c'est qu'in fine, c'est Bitcoin qui a un vrai cas d'usage sur la réserve de valeur et que le reste de la technologie blockchain est intéressante, mais pour d'autres cas d'usage, et peut mener à des dérives avec les meme coins qui permettent effectivement souvent, malheureusement, d'extraire de la valeur de l'écosystème et d'une manière qui n'est pas forcément dans un cercle très productif. Donc, en fait, ça démontre une chose, c'est que la technologie blockchain fonctionne pour divers cas d'usage, bons, mauvais, et que la technologie qu'utilise Bitcoin, précisément, permet d'avoir une vraie réserve de valeur. Encore une fois, dans ce lancement, on a mis en cause très vite la stratégie marketing, qu'elle est trop vite, le fait que ça monte, ça descend tout de suite. Yves, à qui profitent ces lancements ? Pourquoi on s'obstine ? Pourquoi ces stars, Trump, Melania, Javier Milei qui fait la promo d'une crypto il y a 2 semaines, Ronaldinho aujourd'hui, pourquoi on s'obstine à lancer ce genre de choses alors on sait que ça va retomber très vite ? Peut-être qu'on a inventé les doublés en plastique. Les joueurs de football ont émis des doublés en plastique à leur effigie. Quand on a inventé les chaussettes, ils ont émis des chaussettes à leur effigie. Et là, on a inventé un nouveau truc qui se collectionne, qui se diffuse de manière instantanée dans le monde. Ils en ont fait à leur effigie. Mais c'est pas beaucoup plus discutable qu'effectivement émettre des mugs ou émettre des stylos billets à leur effigie. Financièrement, il y a quand même un intérêt pour eux. Oui, il y a un intérêt pour eux, effectivement. Ils y retrouvent leur compte autant que quand on émet un mug à l'effigie de Ronaldinho. C'est exactement la même chose. Ça en fait pas un actif financier à réserve de valeur sur le long terme. Ouais. Mais si on se fait plaisir comme ça, on se fait plaisir comme ça. Effectivement, il y a quelqu'un au passage qui s'est un peu enrichi. Mais ça porte quand même un peu préjudice. Bon, là, Ronaldinho, on a envie d'en rire, on comprend la stratégie marketing, mais c'est vrai que quand c'est Donald Trump qui le fait dans un mouvement de promotion des cryptos, du Bitcoin, c'est un peu mélangé tout ça. Est-ce que ça ne plombe pas le secteur ? Est-ce que c'est pas une mauvaise stratégie de faire ça, Alexandre ? Je pense qu'en fait, c'est un épiphénomène qui attire beaucoup l'attention, mais qu'en réalité, d'un point de vue financier et d'un point de vue de ce qui se passe sur le domaine des institutions financières, de manière générale, c'est vraiment un petit phénomène qui attire beaucoup l'attention, mais qui ne remet pas du tout en cause en fait l'adoption de cette nouvelle classe d'actifs et de cette nouvelle technologie. Et donc, certes, ça attire beaucoup l'attention, et effectivement, ça a des usages variés qu'on peut juger ou pas. Mais en tout cas, c'est la démonstration que cette technologie est en train d'être adoptée non seulement par les institutions, mais aussi à l'échelle mondiale, puisque si ces footballeurs, ces hommes politiques le font, c'est précisément parce qu'il y a des centaines de millions de personnes aujourd'hui qui ont commencé à accéder à cette nouvelle classe d'actifs. On va parler de cette réserve stratégique de crypto, parce qu'au départ, ça devait être une réserve stratégique de Bitcoin, et ça a son importance. Donald Trump a dévoilé la composition de cette réserve, du Cardano, de l'XRP, du Solana. Heureusement, dans une deuxième annonce, il y a quand même annoncé qu'il y aurait du Bitcoin et de l'Ethereum. Ce n'est pas exactement la promesse de départ d'il y a 5 semaines, Yves. On vit dans un monde où, en fait, la part du bluff et de l'information, on ne sait pas toujours faire la part entre le bluff et l'information. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'on sait, c'est que le chantier avance. La vraie réunion, je crois qu'elle a lieu le 7 mars. Et c'est à ce moment-là que, effectivement, la commission qui est chargée de faire une proposition pour la réserve, c'est à ce moment-là que cette commission va se réunir.
Aujourd'hui, effectivement, il y a des annonces qui sont contredites à peu près 30 secondes plus tard par le même auteur. Oui. Donc, on ne sait pas exactement sur quel pied danser. Je crois qu'on est dans une ère de l'information accélérée, voire même de la désinformation accélérée. Je pense qu'il est important de ne pas en tirer des conséquences trop précises. La seule conséquence qu'on peut en tirer précisément, c'est que le dossier n'est pas oublié. On a pensé à un moment donné que ce dossier était tombé un peu en oubli, ça avait causé une chute des valeurs et en particulier du Bitcoin. Là, le seul signal positif que nous donne Trump, c'est « je n'ai pas oublié le sujet est encore vivant ». Quant à savoir exactement la composition de cette réserve, on a eu là la preuve d'une sorte, sans doute d'une improvisation de la part de Donald Trump, qui a fait une première annonce et puis qui a refait une deuxième annonce 20 secondes plus tard. Donc je ne crois pas qu'il faut prendre ça au pied de la lettre. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous travaillez tous les deux spécifiquement sur Bitcoin. Et on espère, quand on travaille sur ce sujet-là, sur cette monnaie-là, une envie que le secteur se structure, qu'il y ait des annonces sérieuses. Là, on l'a dit, ça a redonné des couleurs au marché temporairement. Bitcoin 93 418 $ à l'heure où on se parle. Ça a quand même des conséquences sur les entreprises et sur la vie de ce que vous faites sur votre secteur, Alexandre. La conséquence, c'est la volatilité, puisqu'effectivement, le prix en euros ou en dollars du Bitcoin évolue assez fortement par rapport à ces annonces ou les manques d'annonces ou la différence des annonces par rapport à ce qui était prévu. Ouais. En revanche, j'ai 3 observations sur la réserve qui a été annoncée même à demi-mot par le président Trump. C'est globalement que, premièrement, c'est un objet financier incontournable maintenant, puisque c'est devenu un sujet de la campagne politique. Et c'est parce que, précisément, tout l'écosystème, à la fois financier et business, autour de Bitcoin et de la crypto, s'est mobilisé pour en faire un sujet principal. Le deuxième point, c'est que c'est devenu, par conséquent, un objet politique incontournable. Aujourd'hui, effectivement, on voit bien la différence de réaction qu'a pu avoir l'annonce sur les stablecoins, par exemple, de Donald Trump, c'est-à-dire pas beaucoup de réaction de l'écosystème Bitcoin, et là, versus la réserve stratégique, on a vu une montée forte du Bitcoin suite à cette annonce. Et donc, le marché attend beaucoup cette réserve stratégique. Maintenant, il faut noter que déjà Bitcoin n'a pas besoin de cette réserve stratégique pour réussir et continuer son adoption. Et deuxièmement, même si on est surpris par l'ajout d'autres cryptoactifs à côté de Bitcoin, il faut noter que de par la nature des choses et du fait que la technologie Bitcoin est la meilleure pour la réserve de valeur puisqu'il y a une offre fixe, même s'il y a d'autres cryptos qui sont ajoutés à cette réserve, en fait, au fil du temps, Bitcoin va représenter la majeure partie de cette valeur puisque les fonds et la valeur va tendre à aller vers Bitcoin. Et la troisième, c'est que finalement aussi les entreprises commencent à adopter cette classe d'actifs. Et effectivement, ça a quand même des influences sur les activités d'une entreprise comme la nôtre qui lève du capital pour accumuler du Bitcoin. C'est précisément parce que les institutions financières, les acteurs financiers, les acteurs publics, les acteurs privés suivent de très près les annonces du gouvernement américain. Puisque avant, on nous disait qu'il y avait un risque que l'État bannisse le Bitcoin, et maintenant, on se rend compte qu'en réalité, le gouvernement est en train d'adopter, et même très fortement, le Bitcoin. L'État s'en empare, les institutions s'en emparent. C'est amusant, parce qu'à une époque, on disait il y aura la finance centralisée d'un côté, la finance décentralisée d'un côté. Vous n'êtes pas d'accord, Yves, je le vois. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout se confond. On va parler concrètement de ce que vous faites, messieurs. Yves Chouefati, vous êtes fondateur et président de Tobam. Déjà, Tobam, ça veut dire quoi? Tobam, ça veut dire Think Out of the Box Asset Management. La mission de Tobam, c'est de procurer à des institutionnels un accès à des expositions que les grands acteurs ne leur donnent pas encore. Les grands acteurs, c'est BlackRock, c'est Amundi. On va essayer de créer ce qu'ils n'ont pas encore pensé à offrir comme exposition à leurs clients. Tobam a co-inventé en juin 2005 l'idée de Smart Beta. On avait 10 ans d'avance sur BlackRock à l'époque. Quand en novembre 2017, on lance notre premier fonds Bitcoin, on a 7 ans d'avance sur BlackRock. Donc on essaye d'être un peu à l'avance, de faire, en fait, aller voir un institutionnel pour lui dire je fais la même chose que BlackRock, mais en mieux. C'est un discours qui est compliqué. Alors on va plutôt essayer d'aller les voir pour leur dire on fait ce que BlackRock ne fait pas encore. Ouais. Et effectivement, Tobam a réussi à faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Aujourd'hui, on a créé, en novembre 2017, on a créé le premier fonds ouvert investi en Bitcoin. Aujourd'hui, BlackRock le fait.
Donc notre et ça a coût fait la différence sur le marché mondial et sur la effectivement. Quand BlackRock fait quelque chose, ça fait plus de bruit que quand Obama le fait, même si BFM diffuse bien l'information. Non, mais ça peut servir d'argument également dans l'autre sens. Voilà. Alors effectivement, maintenant que BlackRock le fait, notre produit a un tout petit peu moins d'intérêt au niveau, il y a un concurrent, si vous voulez. Donc ce qu'on va essayer de faire à Tobam, c'est qu'on va aller à l'étape 2. Et l'étape 2, ça va être de faire un peu, d'essayer d'organiser la portabilité de ce qu'on fait des entreprises comme MicroStrategy au niveau de ce qu'ils appellent le Bitcoin Yield, de le faire sous forme de fonds. Et donc on travaille là-dessus avec notre dépositaire, avec notre valorisateur, pour pouvoir être prêt sans doute en mars ou en avril, pour essayer d'offrir effectivement une stratégie de Bitcoin Yield sous forme de fonds d'investissement et pas seulement sous forme d'actions cotées. Alexandre, de votre côté, vous êtes directeur de la stratégie Bitcoin chez Blockchain Group. Rappelez-nous ce que vous faites et votre actualité très récente. Tout à fait. Donc, The Blockchain Group, tout d'abord, c'est une société opérationnelle avec plus de 150 personnes qui travaillent au jour le jour dans les domaines de la data intelligence, de l'IA et des technologies décentralisées. Et à côté de ça, The Blockchain Group, c'est aussi la première Bitcoin Treasury Company en Europe, et donc la première société à trésorerie Bitcoin, focalisée dans sa stratégie de trésorerie sur l'accumulation de Bitcoin pour l'augmentation du nombre de Bitcoin par action au fil du temps, ce qu'appelle MicroStrategy, finalement un Bitcoin Yield. Ce n'est pas vraiment un rendement tel qu'on peut l'entendre, mais c'est l'augmentation de ce nombre de Bitcoin par action au fil du temps, en tant que nouvelle mesure de la valeur, nouveau KPI, qui permet de mesurer si une entreprise permet de générer une valeur additionnelle à ses actionnaires, non pas seulement sur les opérations, mais aussi au niveau de son bilan. Donc récemment, on vient d'obtenir les autorisations le 21 février pour lever plus de 300 millions d'euros dans cette stratégie d'accumulation de Bitcoin, à la fois en émettant des actions et ou de la dette convertible. Et alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que traditionnellement, beaucoup de personnes peuvent envisager la dette convertible comme étant quelque chose de très négatif. C'est perçu assez négativement. Ça a été utilisé de mauvaise manière dans le passé par d'autres sociétés. La réalité qu'on observe sur le marché, c'est que MicroStrategy, depuis ses émissions de dette convertible en 2020, la performance est de plus de 200-300%. Depuis l'émission de ces dettes convertibles en 2024, tout début 2024, la performance est de plus de 90-100%. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, c'est pas, et comme le Bitcoin finalement, c'est pas l'outil qu'il faut juger en fonction de s'il est bon ou mauvais, c'est ce qu'il fonctionne et comment il est utilisé. Et donc, finalement, on voit que la dette convertible, c'est aussi un outil et que c'est la manière dont on l'utilise qui va déterminer aussi les résultats. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que MicroStrategy, ce qu'ils font, c'est qu'ils font déjà de la dette convertible avec un premium sur le cours de référence. Ils font également de la dette convertible sur un très long terme. Et ils font de la dette convertible pour accumuler du Bitcoin et cet actif au fur et à mesure du temps, dans une tendance, avec une hypothèse bien sûr, parce que le passé ne présage pas du futur, mais en tout cas dans une hypothèse où le Bitcoin tend à augmenter avec l'adoption et l'offre fixe, effectivement, l'actif tend à s'apprécier beaucoup plus que la dette. Et effectivement, dans ce cadre-là, c'est quelque chose qui peut être relutif pour les actionnaires. C'est très intéressant parce que d'un côté avec les entreprises, de l'autre côté avec les institutionnels, est-ce qu'on vous dit encore aujourd'hui, je n'y vais pas parce que c'est trop volatile, ou est-ce que cet argument de la volatilité qui était encore présent l'année dernière, il est passé, on a compris que ça allait être utile, on a compris que ça allait entrer dans le système, et quand il y a cet argument du attention, si vous accumulez du Bitcoin, finalement vous allez gagner de l'argent, est-ce que cet argument-là, il commence à rentrer dans les esprits de vos partenaires? Alexandre? Alors en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'avant, la volatilité, c'était considéré comme quelque chose de mauvais. Attention, il ne faut pas le faire en tant que gestion d'entreprise de trésorerie. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la réalité, c'est que 99% des entreprises cotées aujourd'hui sont ce qu'on appelle quasiment des zombie companies, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune attention des investisseurs pour ces entreprises, puisque précisément, elles n'ont pas de volatilité. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que la volatilité, c'est la vitalité. Et la volatilité, c'est aussi l'opportunité pour les investisseurs qui comprennent l'actif que l'entreprise peut accumuler grâce à cette stratégie de trésorerie, en l'occurrence le Bitcoin. Et ce qu'on voit avec MicroStrategy, et ce qu'on a aussi pu voir depuis le lancement de notre stratégie le 5 novembre 2024, c'est que quand Bitcoin fait plus 15, plus 30%, sur la période depuis 5 novembre 2024, The Blockchain Group a réalisé plus 100 à 300%. Ouais. Et donc, la volatilité, c'est bien à la hausse, ça peut aussi être très risqué à la baisse, bien entendu, mais en tout cas, c'est une composante essentielle pour un investisseur
qui souhaitent acheter, qui souhaitent vendre, qui souhaitent aller long, short. Et donc, dans ce cadre-là, on a vu nos volumes, d'ailleurs, augmenter de l'ordre de x3, x4, même x10 en fonction de certains jours de trading. Donc, en fait, c'est quelque chose qui attire beaucoup plus d'investisseurs sur un cours donné. Et c'est quelque chose qui, au fur et à mesure du temps, permet aussi à une société cotée de lever davantage de capital pour accumuler encore plus de Bitcoin. Yves, cet argument de la volatilité... Alors c'est quelque chose qui est complètement crucial. Hein. J'ai été invité à la commission des finances de l'Assemblée nationale il y a quelques années. Et Eric Woerth, qui était le rapporteur, m'a dit « Enfin, le Bitcoin est très volatile. Quel est ton commentaire ?» Et je lui ai dit, vous avez raison, le Bitcoin est très volatile. Le Bitcoin, c'est un peu comme le chlore. Le chlore, c'est un gaz de combat. C'est un gaz extrêmement dangereux, mais si vous mettez 3 gouttes de chlore dans un verre d'eau, vous aurez de l'eau potable. Donc la volatilité, le risque, c'est une question de dose. Okay, le Bitcoin est très volatile, il est beaucoup plus volatile que les actions américaines, mais acheter 25 000 $ de Bitcoin, c'est beaucoup moins risqué qu'acheter $1 million d'actions américaines. C'est une question de dosage. Ouais. Okay, on n'a pas le droit, d'un point de vue rationnel, de dire c'est trop risqué pour moi. Un investisseur institutionnel qui connaît son métier vous dira non, il vous dira jamais c'est trop risqué pour moi. S'il trouve que l'actif est très risqué, il en achètera moins. S'il trouve que l'actif est plus risqué, il en achètera plus. Mais ce n'est qu'une question de dosage. Et la phrase qui dit c'est trop risqué pour moi ou c'est trop risqué pour mes clients, c'est une phrase de gens qui ne sont pas des professionnels de l'investissement. Oui, ça je le comprends bien. Vous avez offert, vous l'avez dit, ouvert votre premier fonds Bitcoin en 2017. Ouais. Comment a évolué votre activité chez Tobam depuis lors ? Au début, le fonds il était uniquement souscrit par des monofamily office. Donc c'était des très grandes familles, des familles relativement aisées qui effectivement se sont exposées au Bitcoin sous la forme de ce fonds-là. Aujourd'hui, ces familles, pour la plupart, elles sont sorties du fonds puis elles ont commencé à investir en direct. Elles ont développé, même pour certaines d'entre elles, des desks de crypto. Des desks propriétaires de crypto. Et pour l'instant, effectivement, aujourd'hui, ce sont plutôt des CGP. Ou des institutionnels qui achètent notre fonds. Alexandre, vous êtes la première Bitcoin Treasury Company en Europe. Vous suivez un peu ce qu'a fait, vous l'avez dit, MicroStrategy, aujourd'hui Stratégie aux États-Unis. Pour la suite, est-ce que vous continuez à regarder ce qu'ils font ou est-ce qu'en Europe, finalement, en France, la stratégie sera différente parce que les réglementations ne sont pas les mêmes ? En fait, ce qu'on remarque à la fois pour MicroStrategy aux États-Unis, pour Metaplanet au Japon par exemple, et pour la situation de l'Europe, c'est que en fonction du pays, il y a des différences, mais il y a des outils différents qui permettent d'arriver à peu près aux mêmes objectifs et aux résultats. Et donc, peut-être vraiment pour faire comprendre quel est cet indicateur du Bitcoin par action et de son augmentation. Donc, on peut donner par exemple l'exemple de Metaplanet au Japon. Oui. En fait, c'est la capacité d'augmenter plus rapidement les réserves Bitcoin d'une société que la dilution. Donc je donne un exemple. Par exemple, Metaplanet, sur une période donnée, avait 100 Bitcoin, puis à la fin de la période, on avait 1700. C'est une augmentation de plus de 1400%. Et pour faire ceci, ils ont levé du capital qui représentait la x2 de leurs actions en circulation. Et donc, en augmentant de x2 leurs actions, ils ont pu augmenter de plus de x10 leur Bitcoin sur le bilan. Ce que cela a réalisé, c'est pour un actionnaire qui avait... C'est pour donner l'exemple. Pour un actionnaire qui avait de l'ordre de 0,1 Bitcoin par action, cela donne en fait l'équivalent de 1 Bitcoin par action après ces opérations. Et c'est ça qu'on appelle en fait un Bitcoin yield, c'est la capacité au fur et à mesure de manière structurelle d'augmenter une sorte de prix plancher qui correspond à la net asset value, à la valeur du Bitcoin sur le bilan. Et par ce fait, on a vu aussi des sociétés comme donc MicroStrategy qui a fondé cette stratégie et qui est la société qui aujourd'hui détient 70% des réserves par rapport aux autres entreprises cotées dans le monde. C'est la capacité en plus de MicroStrategy de transformer le premium entre la capitalisation boursière et la valeur nette du Bitcoin en nouvelle valeur nette du Bitcoin, puisqu'en fait, ils sont capables de vendre des actions pour accumuler du Bitcoin et donc transformer un premium qui pourrait être considéré comme supérieur à une valorisation pure de l'actif en une nouvelle valeur de l'actif qui est plus élevée. Yves, je voulais acquiescer, vous voulez rajouter quelque chose ? Tout à fait. Moi, vous savez, moi je suis investisseur professionnel, Tobam, on est des investisseurs professionnels, donc ce qui nous intéresse quand on regarde un objet, c'est d'essayer de construire une thèse d'investissement sur cet objet. Une thèse d'investissement, c'est dans quelles conditions faut acheter cet objet.
Effectivement, nous, on s'est intéressé à MicroStrategy. On va essayer de sortir un papier demain, un papier scientifique sur la question demain. Je vais vous donner un exemple. Entre 2020 et 2024, en fin 2020 et fin 2024, le Bitcoin fait x3,2, MicroStrategy fait x6,4. Et pourtant, la prime est inchangée entre les deux dates. Ouais. D'accord ? Donc, on a une performance qui est 2 fois celle du Bitcoin. Quand la prime s'apprécie entre fin 2022 et fin 2024, le Bitcoin fait 6, MicroStrategy fait x21. Okay ? Donc effectivement, pour un investisseur qui est, j'ai utilisé un peu d'anglais, qui est bull sur le Bitcoin, il peut faire sens d'acheter du MicroStrategy plutôt que d'acheter du Bitcoin. Effectivement, si vous êtes bear sur le Bitcoin, ce n'est pas forcément une bonne idée, ni d'acheter l'un ni d'acheter l'autre. Mais si vous êtes bull sur le Bitcoin, en donnant un peu de temps et en prenant certaines hypothèses qui ne sont pas si agressives que ça, sur le moyen terme, ça peut faire du sens d'acheter une sorte de multiplicateur de Bitcoin. C'est ça le Bitcoin Yield, c'est un multiplicateur de Bitcoin qui va vous surcompenser par rapport à du Bitcoin en direct. Donc ce papier-là est un papier qui est vraiment scientifique. Ça s'explique comme 1 + 1 = 2. C'est assez indéniable. Et avec des hypothèses assez conservatrices, on a une thèse d'investissement qui fait qu'il faut regarder MicroStrategy froidement si on est bull sur le Bitcoin et éventuellement prendre la décision d'acheter une treasury company plutôt que d'acheter directement du Bitcoin. C'est intéressant. J'ai 2 questions à vous poser. Mais d'abord, celle-là, comment vous voyez l'évolution ? Je vous ai entendu dire que les cycles de Bitcoin même, n'allaient plus vouloir dire grand-chose. Jusqu'ici, on s'était calé sur le halving. Il y avait des cycles très précis. On pouvait regarder de l'un sur l'autre comment réagissait Bitcoin. Vous dites qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, probablement, ça va changer ces cycles, qui va réagir différemment. Je pense qu'il s'est passé en 2024 et en 2025, il va se passer quelque chose qui fait que la capacité des cycles du passé à prédire des cycles à venir, à mon avis, va diminuer. Ce que je fais, c'est une thèse. De nouveau, la définition d'une thèse, c'est ce qui est une antithèse. Donc je ne suis pas certain, je ne peux pas le démontrer mathématiquement. Mais je pense que l'adoption institutionnelle, par les institutionnels du Bitcoin, voire même par les États, voire même par le plus grand État, l'État le plus puissant du monde, du Bitcoin comme un étalon, comme un autre storage of value, c'est quelque chose qui peut effectivement casser le phénomène des cycles. Les cycles, de toute façon, ils sont destinés à avoir une importance qui va en diminution. Si à chaque fois on divise par 2, la sanction de la division par 2 est 2 fois moins douloureuse à chaque fois. Donc les cycles, quelque part, un jour ou l'autre, ils disparaîtront, c'est une évidence. Et est-ce que ça va se passer en 2025 ou pas ? Je pense qu'effectivement, 2025 risque d'être une année où il y a des véritables changements de paradigme. Regardez sur l'or. On a quand même la plus grande puissance du monde, qui détient les plus grandes réserves d'or du monde, qui en vient à oser dire il faut peut-être auditer notre position d'or. Vous imaginez l'ombre d'inconfiance que l'on jette sur l'ancien étalon de mesure de la valeur quand on dit on a 4 millions de lingots à Fort Knox. Il faudrait les recompter. Et 2, il faudrait vérifier que c'est bien de l'or. Si vous avez des réserves en Bitcoin, il suffit de donner la clé publique pour savoir exactement combien de réserves. Ces réserves sont auditables instantanément, en temps réel. On sait combien il y a de Bitcoin dans la réserve. Là, effectivement, ce qui s'est fait il y a quelques semaines, quand, à force d'avoir des questions sur la réserve de Fort Knox, vous avez des officiels des États-Unis qui disent ce serait peut-être utile d'auditer la réserve d'or. C'est un séisme, c'est quelque chose de très grave. Et toute l'économie repose sur la confiance. Les stocks de Bitcoin, on peut leur faire confiance. Il semblerait que des gens fassent un peu moins confiance dans les stocks d'or. Alexandre, comment vous voyez cette année 2025, vous ? En réalité, tout à l'heure, on parlait de la réserve stratégique. Je pense qu'il y a quelque chose il y a une potentialité que ça arrive, on peut attribuer une probabilité, c'est d'atteindre une sorte de vitesse de libération. En fait, si on a le gouvernement américain qui ne fait pas seulement de conserver les bitcoins qu'il détient déjà, mais commence à acquérir du bitcoin, et on parle même de l'ordre de 5% de l'offre totale du bitcoin, en fait, on pourrait être dans une situation où l'objet bitcoin sortirait de l'orbite des cycles conventionnés. C'est une éventualité, c'est une possibilité.
et c'est en tout cas une possibilité pour lesquelles les Bitcoin Treasury Companies se positionnent, puisqu'elles ont la conviction que cette sortie de l'orbite n'est pas une question de si, mais de quand, puisqu'en fait, par la nature de l'offre illimitée des monnaies fiduciaires et de l'offre fixe du Bitcoin, finalement, le Bitcoin aura tendance à, de toute façon, augmenter fortement en valeur, et non seulement à augmenter fortement en valeur comme actif de réserve pour les entreprises, mais à devenir le socle et la pierre angulaire des marchés financiers tokenisés et digitaux qui sont en train de se former. Et le Bitcoin va donc devenir cette réserve de valeur à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les marchés de capitaux avec toutes les institutions financières et aux États-Unis qui ont maintenant le droit de le détenir également. Et dans ce contexte-là, les Bitcoin Treasury Companies verront aussi à l'avenir, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, de nouveaux leviers de croissance aussi, puisqu'elles deviendront parmi, peut-être, c'est une éventualité encore, les sociétés les plus capitalisées au monde, avec un actif qui pourrait être un des actifs les plus valorisés au monde. Et donc, dans ce cadre-là, avoir un rôle à jouer fort aussi dans les marchés de capitaux et de nombreuses options à leur disposition. Par exemple, MicroStrategy, aujourd'hui, il côtoie déjà les 100 milliards de capitalisation boursière. Oui. C'est super. Alors, aujourd'hui, c'est autour de 64, mais c'était passé à 100 milliards il y a quelques semaines ou mois. Et ça, c'est supérieur à BNP Paribas, par exemple. Donc, on voit bien que les sociétés à trésorerie Bitcoin, bien sûr, MicroStrategy en est l'exemple le plus gros, et nous avons encore beaucoup de travail à réaliser, mais vont avoir beaucoup d'options à l'avenir pour se développer de manière générale. On s'engage sur un chiffre, on demande souvent dans cette émission à combien sera le Bitcoin, alors soit à la fin de l'année 2025, soit carrément en 2030, parce qu'on dit souvent le million en 2030. Yves? Moi, le chiffre que j'ai donné, c'était en 2026 pour $350 000 au plus haut, mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Alexandre? Pour la fin de l'année? Fin d'année, par exemple. Fin d'année, effectivement. Avant l'élection de Donald Trump, on était plutôt sur peut-être 175, 250. Avec l'élection de Donald Trump et la réserve stratégique, ça pourrait effectivement aller au-delà, peut-être côtoyer les 300, voire 500. Mais... Bon, on attend déjà gentiment, sagement les annonces du 7 mars, c'est ce que vous nous avez dit. Et après, on observera ça au fur et à mesure de l'année, évidemment, dans BFM Crypto, le club. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. Merci à vous, Alexandre Lézé, directeur de la stratégie Bitcoin chez Blockchain Group, d'être venu dans cette émission. Merci Yves Chouefati, président fondateur de Tobam. On se retrouve très vite sur BFM Business. Je vous laisse entre les mains de Guillaume Sommerer, c'est BFM Bourse. Très bonne journée. BFM Business, BFM Crypto, le club.